Chapitre 4. Le dîner à Fernley. La demie de 7 heures n'avait pas encore sonné lorsque je frappais à la porte d'entrée de Fernley Park. Elle me fut ouverte aussitôt par le maître d'hôtel, Parker. La nuit était si belle que j'avais préféré marcher. Je pénétrai dans le grand vestibule carré et Parker me débarrassa de mon pardessus. À ce moment, le secrétaire d'Ackroyd, aimable jeune homme nommé Raymond, traversa le vestibule, se dirigeant vers le cabinet de travail, les mains chargées de documents. « Bonjour, docteur. Venez-vous dîner ou bien faites-vous une visite médicale ?» Ces derniers mots s'expliquaient car je venais de déposer mon sac noir sur un meuble. Je lui répondis que je m'attendais d'un instant à l'autre à être appelé pour un accouchement et que j'avais pris mes précautions en conséquence. Raymond continua son chemin en me criant « Allez dans le salon, vous connaissez le chemin. Ces dames vont descendre dans quelques minutes. Je porte ces papiers à M. Ackroyd et je lui dirai que vous êtes là. » Parker s'était éloigné pendant que je causais avec Raymond, de sorte que je me retrouvais seul dans le vestibule. J'arrangeai ma cravate, jetai un coup d'œil au grand miroir qui se trouvait là et me dirigeai vers la porte du salon. Comme j'en tournais le bouton, un bruit venant de l'extérieur me frappa. Il me sembla qu'on refermait une fenêtre et ce petit fait s'enregistra machinalement dans mon esprit, sans que j'y apportasse grande attention à ce moment précis. J'ouvris la porte et entrai. Je me heurtai presque à Miss Russell qui en sortait. Nous nous excusâmes réciproquement. Je remarquai, pour la première fois, combien la gouvernante avait dû être belle, et même l'était encore. Ses cheveux noirs n'avaient pas un fil blanc, et lorsque, en cet instant, ses joues étaient colorées, son visage perdait un peu son aspect rigide et froid. Je me demandais si elle arrivait du jardin, car sa respiration était saccadée, comme une personne qui a couru. « Je crains d'être un peu en avance, dis-je. »« Oh, je ne crois pas, docteur, il est plus de 7h30. » Elle s'arrêta un instant avant de prononcer ces mots. Je ne savais pas que vous dîniez ici ce soir. Monsieur Ackroyd ne me l'avait pas dit. J'eus vaguement l'impression que ma venue ne lui était pas agréable, mais je ne pus comprendre pourquoi. « Comment va votre genou ?» demandai-je. « Toujours de même, merci docteur. Il faut que je m'en aille. Madame Ackroyd va descendre. Je n'étais entré que pour m'assurer si les fleurs étaient encore fraîches. » Elle sortit rapidement, et je m'avançai dans la pièce en cherchant à m'expliquer son désir évident de justifier sa présence dans le salon. Je m'aperçus alors d'une chose que j'aurais dû déjà me rappeler. Des grandes portes-fenêtres donnaient sur la terrasse. Elles étaient ouvertes. Le bruit que j'avais entendu n'était donc pas celui d'une fenêtre qu'on refermait. Sans réfléchir, et plutôt pour distraire mon esprit de pensées tristes que pour toute autre raison, j'essayai de deviner ce qui avait pu se produire. Du charbon mis sur le feu ? Non, ce n'était pas ce genre de bruit. Un tiroir de bureau repoussé ? Non plus. Mon regard fut attiré par ce que j'appelle une table d'argent, une sorte de vitrine avec un couvercle à travers lequel on aperçoit des objets qui y sont contenus. Il y avait là 1 ou 2 bibelots en vieil argent, un soulier de bébé ayant appartenu au roi Charles Ier, quelques figurines chinoises en jade et une quantité de curiosités africaines. Désirant regarder de plus près une des figurines, je soulevai le châssis vitré qui m'échappa et retomba. Je reconnus immédiatement le bruit que j'avais entendu précédemment. Il provenait de ce même couvercle, abaissé doucement. Je répétai le mouvement pour ma propre satisfaction, puis je rabattis complètement le châssis pour examiner l'intérieur. Et j'étais encore penché sur les objets qui s'y trouvaient lorsque Flora Ackroyd entra dans le salon. Beaucoup de personnes n'aiment pas Flora Ackroyd, mais aucune ne peut s'empêcher de l'admirer et elle sait être charmante pour ses amis. La première chose qui frappe quand on la voit, c'est son type de blonde. Elle a les cheveux d'un blond scandinave. Ses yeux sont du bleu des fjords de Norvège et sa peau est blanche et rose.
Ses épaules sont larges, ses hanches étroites, et l'œil d'un médecin contemple avec plaisir son merveilleux aspect de santé. C'est une vraie jeune fille, simple et droite, chose rare et précieuse. Flora me rejoignit près de la vitrine et exprima ses doutes sur l'authenticité du soulier du roi Charles. D'ailleurs, continua-t-elle, il me semble ridicule de s'extasier parce qu'une personne a porté ou employé un objet. La plume avec laquelle George Eliot a écrit Le moulin sur la Flosse, par exemple, n'est après tout qu'une plume. Si vous admirez Eliot, mieux vaut acheter son livre et le lire. Je suppose, Miss Flora, que vous ne lisez rien d'aussi démodé ? Vous avez tort, docteur. J'adore Le moulin sur la Flosse. Je fus charmé de l'apprendre, car les livres que lisent les jeunes filles de nos jours m'épouvantent positivement. Vous ne m'avez pas encore félicité, docteur. N'avez-vous pas appris ? Elle étendit la main gauche à l'annulaire de laquelle se voyait une belle perle délicieusement montée. « Je vais épouser Ralph, » reprit-elle, « mon oncle est très content. » Je pris ses deux mains dans les miennes et m'écriai « Ma chère enfant, j'espère que vous serez heureuse. » Nous sommes fiancés depuis 1 mois environ, continua-t-elle de sa voix calme. Mais ça n'est officiel que depuis hier. Mon oncle va faire réparer Crossstones, nous le donner, et nous serons censés y faire de l'élevage. En réalité, nous chasserons en hiver, nous habiterons en ville pendant la saison, et nous ferons du yachting. J'aime beaucoup la mer. Bien entendu, je m'occuperai aussi des œuvres de la paroisse. À ce moment, Madame Ackroyd entra, en s'excusant de son retard. Je regrette d'avoir à avouer que je déteste Madame Ackroyd. Elle est un composé bizarre d'os, de dents et de bijoux. Elle a des yeux bleus d'acier qui, si aimables qu'elles soient, sont toujours froidement calculateurs. Laissant Flora près de la fenêtre, je m'avançai vers elle. Elle me tendit une main abondamment ornée de bagues et commença à me parler avec volubilité. Avais-je appris les fiançailles de Flora ? N'était-ce pas un couple parfaitement assorti, lui si brun, elle si blonde ? Les chers enfants avaient tous deux eu le coup de foudre. Je ne puis vous dire, docteur, quel soulagement c'est pour mon cœur de mère. Madame Ackroyd soupira, mais ses yeux demeurèrent fixés sur les miens avec intérêt. Je me demande une chose. Ce cher Roger a une grande sympathie pour vous, et nous savons à quel point il a confiance en vous. Pour moi, en ma qualité de veuve de ce pauvre Cyril, c'est très délicat. Il y a des questions ennuyeuses à traiter, le contrat. Je crois vraiment que Roger compte doter notre chère Flora, mais comme vous le savez, il est un peu regardant pour les questions d'argent. J'imagine que ça doit être fréquent chez les hommes qui se trouvent à la tête d'une industrie. Je me demandais donc si vous pourriez pas sonder le terrain à ce sujet. Flora a beaucoup d'affection pour vous, et bien que nous ne vous connaissions que depuis 2 ans, nous vous considérons comme un vieil ami. Le flot d'éloquence de Madame Ackroyd fut interrompu. Quelqu'un ouvrait la porte du salon. J'en fus ravi, car je déteste de me mêler des affaires d'autrui, et je n'avais pas la moindre intention d'entreprendre Ackroyd au sujet du contrat de Flora. Un instant plus tard, je me serais vu forcé de le dire à Madame Ackroyd. « Vous connaissez le major Blunt, n'est-ce pas, docteur ?»« Certainement. »« Presque tout le monde connaît Hector Blunt, tout au moins de réputation. Il a tué plus d'animaux sauvages qu'aucun être humain, je crois. Et quand vous prononcez son nom, on vous répond « Blunt ? Vous voulez dire le chasseur de fauves ?» L'amitié qui existe entre lui et Ackroyd m'a toujours étonné, car les 2 hommes sont totalement différents. Hector Blunt a environ 5 ans de moins qu'Ackroyd. Ils se sont liés dans leur jeunesse, et bien qu'ils eussent suivi des routes divergentes, leur attachement mutuel a survécu. Une fois tous les 2 ans environ, Blunt passe 15 jours à Fernley. Une énorme tête d'animal, munie de cornes aux ramifications sans nombre et qui vous contemple de ses yeux de verre dès que vous franchissez la porte du vestibule, et un souvenir durable de cette amitié.
Blunt entrait de son pas très particulier, à la fois décidé et assourdi. C'est un homme de taille moyenne, plutôt trapu. Son visage bronzé est toujours sans expression, et ses yeux gris semblent fixer sans cesse quelques objets lointains. Il parle peu, d'une manière saccadée, comme si les mots lui étaient arrachés difficilement. « Comment vous portez-vous, Shepard » me dit-il d'un ton rude. Puis il se planta devant la cheminée, en regardant par-dessus nos têtes comme s'il contemplait quelque chose de fort intéressant qui se serait passé à Tombouctou. « Major Blunt, dit Flora, je voudrais vous demander de me donner quelques explications sur ces objets qui viennent d'Afrique. Je suis sûr que vous les connaissez tous. J'ai entendu dire qu'Hector Blunt est un misogyne, mais je remarquai qu'il rejoignait Flora avec empressement. Tous deux se penchèrent sur la vitrine. J'eus peur que Mme Ackroyd ne commençât à m'entretenir du contrat, et je fis rapidement diversion en lui parlant d'une nouvelle variété de pois senteurs. J'avais lu, le matin, dans le journal, un article à ce sujet. Mme Ackroyd n'a aucune connaissance en horticulture, mais elle appartient à la catégorie des femmes qui veulent paraître bien informées. Nous pûmes donc causer agréablement jusqu'au moment où Ackroyd et son secrétaire nous rejoignirent. Tout de suite après, Parker annonça le dîner. Ma place à table se trouvait entre Mme Ackroyd et Flora. Blunt était assis de l'autre côté de Mme Ackroyd, et Geoffroy Raymond était assis près de lui. Le dîner ne fut pas gai. Ackroyd était visiblement préoccupé. Il avait l'air malheureux et ne mangea presque rien. Madame Ackroyd, Raymond et moi fîmes tous les frais de la conversation. Flora paraissait attristée de l'état de son oncle, et Blunt se renfermait dans son mutisme habituel. Immédiatement après le dîner, Ackroyd glissa son bras sous le mien et me conduisit vers son cabinet. « Une fois que nous aurons pris le café, nous ne serons plus dérangés, dit-il. J'ai dit à Raymond de prendre des mesures pour que nous ne soyons pas interrompus. » Je l'étudiais sans en avoir l'air. Il était évidemment sous l'emprise d'une forte émotion. Pendant 1 ou 2 minutes, il se promena de long en large, puis lorsque Parker entra, apportant le café, il se laissa tomber dans un fauteuil devant le feu. Le cabinet était une pièce très confortable. Un des côtés était garni de rayons supportant des livres, les chaises étaient recouvertes de cuir bleu, et près de la fenêtre se trouvait un grand bureau chargé de papier, classé avec soin. Sur une table ronde étaient empilées des revues et des journaux sportifs. « J'ai encore souffert de l'estomac après le repas, dit Ackroyd, tout en versant le café. Il faudra que vous me prescriviez quelques-uns de vos cachets. » Je compris qu'il voulait laisser croire au maître d'hôtel que notre entretien roulerait sur des sujets médicaux, et je lui donnai la réplique. « Je l'ai pensé et j'en ai apporté. »« Excellent, cher ami. Donnez-les-moi, je vous en prie. Ils sont dans mon sac que j'ai posé dans le meuble du vestibule. Je vais le chercher. » Ackroyd m'arrêta. « Ne vous donnez pas cette peine, Parker va y aller. Voulez-vous apporter le sac du docteur, Parker ? » ?»« Oui, monsieur. » Parker sortit, et je m'apprêtais à parler, lorsqu'Ackroyd leva la main. « Pas encore. Attendez. Ne voyez-vous pas que je suis dans un tel état nerveux que je ne peux presque pas me contenir ? » Certes, je le voyais, et j'étais fort inquiet. Toutes sortes de pressentiments m'assaillaient. Ackroyd reprit. « Voulez-vous regarder si cette fenêtre est bien fermée ?» Un peu étonné, je me levai et dirigeai de ce côté. C'était une fenêtre à guillotine, dont les lourds rideaux de velours bleu étaient tirés, mais dont la partie supérieure était restée ouverte. Parker rentra dans la pièce avec mon sac, pendant que je l'examinais. « C'est bien, dis-je en reparaissant. L'avez-vous fermé ? Mais oui, qu'avez-vous donc, Ackroyd ? » Parker disparaissait en tirant la porte derrière lui. Sans cela, je n'aurais pas posé cette question. Ackroyd laissa passer une seconde avant de répondre. « Je suis en enfer, dit-il lentement. Non, laissez ces cachets, je n'en ai parlé qu'à cause de Parker.
Les domestiques sont si curieux. Venez près de moi et asseyez-vous. La porte est fermée aussi, n'est-ce pas? Oui, personne ne peut nous entendre. Calmez-vous. Shepard, personne au monde ne se doute de ce que j'ai enduré depuis 24 heures. Jamais homme n'a vu crouler autour de lui tant de ruines, et cette affaire de Ralph est le dernier coup pour moi. Mais nous en parlerons plus tard. C'est l'autre. Je ne sais que faire, et il faut pourtant que je prenne une décision rapide. Qu'y a-t-il? Ackroyd se dut pendant un instant. Il semblait hésiter à parler. Lorsqu'il s'y décida enfin, sa question me surprit complètement, car elle était celle auquel je ne m'attendais le moins. Shepard, vous avez soigné Ashley Ferrard pendant sa dernière maladie, n'est-ce pas? En effet. Il parut avoir encore plus de difficulté à formuler sa question suivante. Avez-vous jamais pensé, soupçonné, qu'il ait pu mourir empoisonné? Ce fut mon tour de demeurer silencieux. Puis je pris mon parti. Après tout, Roger Ackroyd n'est pas Caroline. Je vais vous dire la vérité, repris-je. Je n'ai eu aucun soupçon à cette époque, mais depuis, en somme, ce fut une simple remarque faite par ma sœur qui en fut la cause. Depuis, j'en ai eu l'idée et je n'ai pas pu la chasser. Mais croyez-moi, elle n'est basée sur rien. Il a été empoisonné, dit Ackroyd d'une voix sombre. Par qui? Répondis-je vivement. Par sa femme. Comment le savez-vous? Elle me l'a avoué elle-même. Quand cela? Hier, mon Dieu, hier. Il me semble qu'il y a 10 ans. J'attendis un instant et il reprit. Comprenez bien, Shepard, que je vous confie un secret et que ça ne doit pas aller plus loin. J'ai besoin d'avoir votre opinion, car je ne puis, seul, porter ce poids. Ainsi que je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne sais que faire. Pouvez-vous tout me raconter? Demandai-je. Je ne comprends pas encore bien. Comment Madame Ferrard a-t-elle été amenée à vous faire cet aveu? Voici. Il y a 3 mois, je lui ai demandé de m'épouser. Elle a refusé. Un peu plus tard, je renouvelai ma demande, et cette fois elle a accepté, en me priant seulement de ne pas annoncer nos fiançailles avant que la première année de son deuil ne fût révolue. Hier, je suis allé la voir, je lui ai fait remarquer que rien ne nous empêchait plus de rendre notre engagement public. J'avais constaté depuis plusieurs jours qu'elle semblait bizarre. Soudain, sans que rien ne pût le faire prévoir, elle se laissa aller complètement et me dit tout. Sa haine pour la brute qu'était son mari, son amour grandissant pour moi, et le terrible moyen qu'elle avait employé, du poison, Dieu juste, ce fut un meurtre commis de sang-froid. Je vis la répulsion, l'horreur qui se peignait sur le visage d'Ackroyd, et Madame Ferrard avait dû les voir aussi. Ackroyd n'est pas le type d'amoureux fervent qui peut tout pardonner à l'amour. C'est avant tout un bon citoyen. Tout ce qui était sain, conventionnel en lui, devait s'être révolté au moment où elle lui avait fait cette révélation. Oui, continua-t-il d'une voix basse et morne, elle m'a confessé son crime. Mais ce n'est pas tout. Il paraît qu'il y a une personne qui sait la vérité, qui a exercé un chantage sur elle, il lui a extorqué de fortes sommes. Ce fut ce qui l'affola. Qui était-ce? Soudain, la vision de Madame Ferrard causant avec Ralph Patton se dressa devant mes yeux, et j'éprouvai un sentiment d'angoisse. Mais c'était impossible. Je me rappelais la franchise de l'accueil de Ralph, ce jour même. L'idée était absurde. Elle n'a pas voulu me dire son nom, reprit lentement Ackroyd. En somme, elle n'a pas précisé que ce fût un homme. Pourtant, évidemment, accusai-je, ce devait être un homme. N'avez-vous aucun soupçon? Ackroyd gémit et se cacha la figure dans les mains. Cela ne peut être, dit-il. C'est fou seulement, y penser. Non, même à vous, je ne peux pas avouer l'affreuse idée qui m'a traversé l'esprit. Cependant, je peux vous confier ceci. Certaines choses qu'elle m'a dites m'a fait soupçonner
que la personne en question se trouvait chez moi. Mais ça n'est pas possible. J'ai du mal à interpréter ses paroles. Que lui avez-vous répondu ? Lui demandai-je. Que pouvais-je répondre ? Elle vit l'affreux coup que me portait sa révélation. Une autre question se posait pour moi. Quel était mon devoir ? Elle m'avait en quelque sorte rendu complice de son acte. Je crois qu'elle comprit tout cela, plus vite encore que je ne le compris moi-même. J'étais anéanti. Elle me demanda de lui accorder 24 heures et de ne rien faire avant ce laps de temps. Mais elle refusa péremptoirement de me dire son nom. Je suppose qu'elle craignait que je n'allasse tout droit le trouver, ce que j'aurais fait pour tout découvrir. Elle me dit que j'aurais de ses nouvelles avant que les 24 heures fussent écoulées. Mon Dieu, je vous jure, Shepard, que la pensée qu'elle pourrait se tuer ne me traversa même pas l'esprit. Et je l'y ai poussée. Non, n'exagérez pas les choses. Vous n'êtes pas responsable de sa mort. Mais que dois-je faire maintenant ? La pauvre femme n'est plus. Pourquoi remuer les cendres ? Je ne suis pas de votre avis. Cependant, tout n'est pas terminé. Comment puis-je découvrir le bandit qui l'a conduite au tombeau aussi sûrement que s'il l'avait tué ? Il avait connaissance du premier crime et s'est abattu sur sa proie comme un affreux vautour. Elle a expié. Ne doit-il pas expier à son tour ? Je vois, dis-je lentement. Vous voudriez le rechercher, mais cela fera du bruit. Oui, je m'en rends compte et j'hésite. Je partage votre sentiment. Le misérable devrait être puni, mais il faut en envisager les conséquences. Ackroyd se leva et se promena de long en large, puis il se rassit. Si nous en restions là, Shepard, à moins que je reçoive des avis contraires. Qu'entendez-vous par là ? Demandai-je avec curiosité. J'ai nettement l'impression qu'elle a dû me laisser une lettre avant de partir. Je ne puis l'expliquer, mais c'est ainsi. Je secouai la tête. Je sais qu'elle n'a rien laissé. Shepard, je suis convaincu du contraire. Et de plus, je crois qu'en se tuant, elle a voulu que tout fût découvert, ne fût-ce que pour se venger de l'homme qui l'a poussée au désespoir. Je pense que si je l'avais revue, elle m'aurait dit son nom et m'aurait demandé de le poursuivre jusqu'à ce qu'il fût châtié. Il me regarda. « Croyez-vous au pressentiment ?»« Oui, jusqu'à un certain point. Si, comme vous le supposez, vous recevez une lettre d'elle... » Je m'interrompis. La porte s'ouvrait sans bruit et Parker entra, portant un plateau sur lequel se trouvaient des lettres. « Le courrier du soir, monsieur, » dit-il en le tendant à Ackroyd. Il prit le plateau du café et se retira. Mon attention, distraite un instant, se reporta sur Ackroyd. Il tenait à la main une grande enveloppe bleue qu'il contemplait comme si elle avait été changée en statue. Il avait laissé tomber les autres lettres sur le tapis. « Son écriture, » dit-il à voix basse. « Elle a dû sortir et mettre ceci à la poste juste avant de... Il déchira l'enveloppe et en retira un papier épais. Puis il leva la tête vivement. « Êtes-vous sûr d'avoir fermé la fenêtre ?» dit-il. « Tout à fait sûr, répondis-je étonné. Pourquoi ? Pendant toute la soirée, j'ai eu la sensation d'être surveillé, épié. Qu'est-ce que cela ? Nous nous retournâmes tous les deux, ayant cru entendre le bouton de la porte. Je me dirigeai vers elle et l'ouvris. Il n'y a personne au dehors. Nervosité, murmura Ackroyd en se parlant à lui-même. Il déplia les épaisses feuilles de papier et lut à voix haute. Mon très cher Roger, une vie réclame une autre vie. Je comprends cela et je l'ai lu sur votre figure cet après-midi. Aussi, je vais prendre la seule route qui me soit ouverte. Je vous laisse le soin de punir la personne qui, depuis 1 an, a fait de mon existence un enfer. Je n'ai pas voulu vous dire son nom jusqu'à aujourd'hui,
mais je me propose de vous l'écrire maintenant. Je n'ai ni enfant ni proches parents à ménager, donc ne craignez pas de rendre la chose publique. Si vous le pouvez, Roger, mon cher Roger, pardonnez-moi le préjudice que j'allais vous causer, puisque le moment venu, je n'en ai pas eu le courage. » Ackroyd s'interromput au moment de tourner la page. « Pardonnez-moi, Shepard, je dois continuer cette lettre que lorsque je serai seul, » dit-il d'une voix tremblante. « Ces pages n'ont été écrites que pour moi. » Il remit la lettre dans l'enveloppe et la posa sur la table. « Plus tard, répéta-t-il, lorsque je serai seul. »« Non, m'écriai-je vivement, lisez-la maintenant. » Il me regarda avec surprise. « Pardon, dis-je en rougissant, je ne vous demande pas de me dévoiler ce que contient cette lettre, mais prenez-en connaissance pendant que je suis ici. » Ackroyd secoua la tête. « Non, je préfère attendre. » Mais pour une raison que je ne démêlais pas moi-même, je continuai à supplier. « Lisez au moins le nom de l'homme. » Ackroyd était fort entêté. Plus on le poussait à accomplir un acte, plus il s'y refusait. Tous mes deux arguments demeurèrent donc inutiles. La lettre lui avait été apportée à 9h moins 20. Il était 9h moins 10 lorsque je le quittais, sans qu'il eût achevé de la lire. La main sur la poignée de la porte, j'hésitais et regardais en arrière, me demandant si je n'avais rien oublié. Je ne vis rien, je sortis en hochant de la tête et fermai la porte derrière moi. Je fus quelque peu surpris en apercevant Parker. Celui-ci parut embarrassé, et je pensais qu'il avait dû écouter derrière le battant. L'homme avait un visage mielleux et un regard faux. « Monsieur Ackroyd désire vivement n'être pas dérangé, dis-je froidement. Il m'a prié de vous avertir. »« Bien, monsieur, je croyais avoir entendu sonner. » C'était si manifestement inexact que je ne pris même pas la peine de répondre. Parker me précéda dans le vestibule, m'aida à endosser mon pardessus, et je sortis. La lune était voilée, tout semblait très sombre et très silencieux. L'horloge du village sonna 9h, tandis que je franchissais la grille du parc. Je tournai vers la gauche, dans la direction du village, et me heurtai presque à un homme qui venait en sens inverse. « Est-ce bien le chemin de Fernley Park, monsieur ?» me demanda-t-il d'une voix enrouée. Je le regardai. Son chapeau était rabattu sur ses yeux, et le col de son pardessus était relevé. J'apercevais à peine son visage, mais il me parut jeune. Sa voix était vulgaire. « Voici la porte de la propriété, dis-je. Merci, monsieur. » Il s'arrêta et ajouta sans nécessité. « Je suis étranger à ce pays. » Puis il pénétra dans le parc et je le suivis des yeux. Sa voix me rappelait une voix connue, mais je n'aurais pas pu dire laquelle. 10 minutes plus tard, j'étais de retour. Caroline était très curieuse de savoir pourquoi je revenais de si bonne heure. J'ai dû lui faire un récit quelque peu fantaisiste des événements de la soirée, et j'eus l'impression désagréable qu'elle me perçait à jour. À 10h, je me levai, je bâillais et déclarai que j'allais me coucher. C'était un vendredi, et je remonte habituellement les pendules ce soir-là. Je m'acquittai de ce soin comme d'habitude, pendant que Caroline s'assurait que les domestiques avaient bien fermé la cuisine. Il était 10h15 quand nous montâmes l'escalier. J'arrivai à l'étage lorsque la sonnerie du téléphone retentit dans le vestibule. « C'est probablement pour Madame Bates, dit Caroline. Je le crains, répondis-je d'un ton maussade. Je descendis en courant et pris le récepteur. « Quoi ? dis-je. Comment ? Certainement. Je viens tout de suite. » Je remontai en courant, saisis mon sac et y mis quelques pansements supplémentaires. « Parker téléphone de Fernley, criai-je à Caroline. On vient de retrouver Roger Ackroyd assassiné. »